Quoi que vous fassiez, débarrassez-vous de cette peur de manquer, de cette terrible envie de participer à la création de profits qui surgit à la fin de chacune des grandes bulles. C'est incroyablement séduisant, très difficile à résister. Je l'ai vécu moi-même il y a quelques décennies. J'ai fait fortune et je me suis effacé complètement. Cela m'a été très salutaire et je souhaite à ceux d'entre vous d'éviter cette situation. Cochez toutes les cases. Il a fait tout ce que fait généralement une super bulle. Le Nasdaq a plus que doublé et il a augmenté de plus de 3 fois le taux normal. Enfin, une chose unique aux super bulles, les 2 ou 3 qui continuent sans cesse, c'est qu'à la fin, les actions spéculatives commencent à décrocher, même à la hausse pour le marché global. Cela a commencé tôt l'année dernière, avec le respect super dupé, le pire d'entre eux, qui a commencé à décliner. Puis un par un, ils ont rejoint la tendance à la baisse. Aujourd'hui, environ 40% de toutes les actions du Nasdaq sont en baisse de plus de 50%, ce qui est assez étonnant, puisque c'était encore récemment que le S&P était à son plus haut historique en décembre dernier. Rien n'est certain dans la vie, mais je dirais que c'est le début de l'éclatement, lorsque les actions spéculatives qui ont tendance à augmenter beaucoup plus que le marché baissent lorsque le marché monte. Beaucoup des actions les plus spéculatives de 2020 avaient déjà commencé à baisser. Point. Donc, vous dites que nous sommes au début d'un crash? Le marché global, le S&P, et il serait inhabituel que les actions spéculatives ne fassent pas pire que cela. Le problème est de savoir si c'est lent ou rapide. Le programme de relance a laissé beaucoup d'argent entre les mains des particuliers pour acheter les creux, et ils ont jeté de l'argent cette année. Les particuliers investissent probablement plus rapidement que jamais cette année, et malgré cela, bien sûr, le marché est en baisse. Mais ils ont beaucoup d'argent, ils sont plutôt bien financés, les entreprises, beaucoup d'entre elles se portent bien, l'économie n'est pas trop mauvaise. Donc, cela pourrait se révéler être un véritable combat, où lentement mais sûrement, le marché devra s'ajuster à des taux et à une inflation de plus en plus élevée. Si vous regardez le marché immobilier, tous les marchés immobiliers à travers le monde sont très, très élevés. Et si vous regardez le marché obligataire, bien sûr, les taux d'intérêt sont incroyablement bas et les obligations sont incroyablement élevées. Point. Mais en ce qui concerne le marché boursier, un peu comme en 2000 et la bulle technologique, c'est plus une affaire américaine qu'autre chose. En dehors de l'Amérique, le monde est simplement surévalué, plutôt ennuyeux. C'est souvent surévalué, mais généralement pas si dangereux. Si vous voulez échanger et investir sur les marchés mondiaux avec facilité, construisez votre portefeuille avec une application d'investissement tout en un. Cliquez sur le lien dans la description et effectuez un dépôt pour réclamer vos actions gratuites. Aux États-Unis, cependant, nous sommes confrontés à une surévaluation extrême, un comportement incroyablement fou, et je pense que nous sommes dans une bulle boursière plutôt dangereuse. S'ils baissent en solidarité, ils baisseront beaucoup moins et se redresseront probablement plus tôt. Cette bulle aux États-Unis est étrangement similaire à la bulle technologique de 2000. Elle est dirigée par le Nasdaq, tout comme elle était dirigée par les actions spéculatives en 2000. Les actions spéculatives ont sous-performé toute l'année, mais le S&P continuait de grimper. Il est possible que le S&P atteigne un nouveau sommet, mais je pense qu'il est impossible que les actions spéculatives le fassent. Historiquement, le marché boursier a détesté l'inflation. Cela écrase les ratios cours-bénéfices. Cette fois, de manière unique, ce ne fut pas le cas. L'inflation a commencé en juin de l'année dernière, a explosé, et les ratios cours-bénéfices ont continué d'augmenter. Nous avons un modèle qui remonte à 1925, et il y a 2 facteurs qui déterminent les ratios cours-bénéfices, c'est-à-dire le niveau de prix du marché. L'un d'eux est la marge bénéficiaire, bien sûr, il l'aime, et l'autre est l'inflation, bien sûr, il la déteste. En 2000, par exemple,
au sommet du marché, les marges bénéficiaires étaient à un niveau record mondial, et il y avait très peu d'inflation. Aujourd'hui, nous avons des marges bénéficiaires mondiales records, mais nous avons une inflation assez élevée. Le marché aurait dû baisser à partir de la mi-année dernière s'il avait suivi le plan normal. Mais il ne l'a pas fait. Le marché considère l'inflation d'une manière qu'il ignore totalement. Il croit complètement au fait que c'est temporaire, éphémère, etc. Et cela ne semble pas l'affecter. Et si cela pénètre le marché de la manière habituelle, cela réduira impitoyablement les ratios cours-bénéfices, et à la fin, la Réserve fédérale n'aime pas se mettre du mauvais côté de l'administration. Point. Politiquement, l'inflation est mortelle. Le consommateur moyen et l'industrie la remarquent, la mesurent, et l'exagèrent même. Mais même sans exagération, c'est douloureux et politiquement très difficile à gérer pour l'administration. Elle fera donc tout ce qui est en son pouvoir pour faire baisser l'inflation. Il y a des gens qui passent leur vie à surveiller la Fed, à analyser les nuances de quart de point et de demi-point, mais je ne le fais pas. Je suis convaincu qu'ils agiront du côté fort de la fourchette, et je suis convaincu qu'ils feront de leur mieux pour s'assurer que l'inflation ne s'installe pas. Mais cela sera difficile, car nous manquons cruellement de main-d'œuvre, et les salaires commenceront à augmenter aux États-Unis au cours des prochains mois, ce qui rendra difficile le contrôle de l'inflation. Donc, cela sera un vrai combat, et la Fed devra augmenter les taux assez considérablement. Si vous devez détenir des actions américaines, elles devraient être de haute qualité et financièrement solides, car cela peut toujours se transformer en crise financière. Je soulignerai néanmoins en général que les actions non américaines sont bien meilleures. De nombreux pays ne sont pas si mal. Les marchés émergents posent certains problèmes, mais ils sont très bons marchés. À long terme, la bon marché l'emporte généralement sur tout le reste. Les marchés émergents et certains des pays développés les moins chers seraient de bien meilleures options qu'une énorme détention d'actions américaines. Point. Les entreprises ont acquis beaucoup de pouvoir politique. Les taxes sur le capital ont diminué, les taxes sur les dividendes, les intérêts et les gains en capital ont toutes diminué. La plupart des organismes de réglementation ont été en quelque sorte capturés par les entreprises. Point. Nous n'avons jamais vu de plus grands profits. La concentration dans chaque industrie a augmenté. Ces entreprises remarquables sont des piliers à leur manière. La nature monopolistique de notre économie, aujourd'hui et dans une certaine mesure dans le monde entier, s'est renforcée. C'est très bon pour les profits, mais moins bon pour la croissance. Point. Je ne pense pas qu'ils soient des actifs. Je pense qu'ils ont intégré une technologie qui pourrait s'avérer utile ici et là, tout comme Internet, mais lorsqu'elle est utile et qu'elle génère des bénéfices de manière traditionnelle, elle est accent aigu valuée comme toute autre entreprise lucrative. Mais lorsqu'elle reste immobile et que les prix montent parce que les gens sont convaincus qu'ils monteront, c'est largement une question de l'histoire de l'empereur et de ses vêtements. Je pense que, en particulier, le Bitcoin ne sert à rien et est dépassé par toute une génération de crypto-monnaies plus intelligentes et plus efficaces. Beaucoup d'entre elles, à leur tour, ne génèrent pas d'argent de manière traditionnelle. Je suis sûr que l'idée intégrée à la crypto-monnaie restera peut-être pour toujours. Mais je suis également convaincu que la plupart de la valeur actuelle en tant que réserve de valeur est un canular. Ce n'est pas une réserve de valeur. Tout le monde peut convenir que la volatilité est massive, qu'elle monte et descend comme les actions à haut risque. À quoi sert une réserve de valeur qui se négocie comme une action ultra spéculative? Ce n'est pas du tout l'objectif principal par rapport à des milliers d'années de pratique. Cela a été étonnamment stable au cours des 2 dernières années. Je devrais le savoir, j'en ai gagné un peu. Pour moi, la valeur a toujours été que vous obtenez ce pour quoi vous payez. Donc, je ne suis pas un grand croyant en l'évaluation par le cours. Point. Ce que j'ai toujours estimé être la meilleure définition de la valeur,
C'est un modèle de valorisation basé sur les dividendes actualisés qui projette les bénéfices dans le futur et les actualise en fonction de la qualité. Les entreprises de haute qualité ayant un taux de remise inférieur à celui des entreprises moins performantes. Nous avons essayé de déterminer sur une base spécifique à chaque entreprise quel taux de régression elle était susceptible d'avoir si elle se comportait de manière normale, compte tenu de ses caractéristiques spéciales. Ainsi, nous avions Microsoft dans notre portefeuille de valeurs tout au long des années 90. Nous avons commencé à le réduire en tranches à partir de juin 99, et nous avons réussi à nous en débarrasser complètement en juin 2000, avant même que le crack ne frappe Microsoft. Nous avions 12 tranches mensuelles, et si vous utilisez ces modèles, vous constaterez par exemple que les marchés émergents sont absolument bons marchés. Ils sont relativement aussi bons marchés qu'ils l'ont jamais été, voire un peu plus bons marchés relativement, et vous constaterez qu'ils ne sont pas du tout mauvais.